Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Collection Recherche et Transformation Sociale, DIRIGE par Manuel Boucher. La production et la valorisation de la recherche dans le champ social, lorsqu'elle combine des dimensions politiques, sociales et déontologiques, génère plusieurs effets. Une production autonome et auto-réflexive des connaissances à partir, d'une part, des valeurs humaines, respect de l'individu considéré comme acteur capable de transformation, démocratique et républicaine, croyance en des actions de solidarité et de justice sociale, et d'autre part des intérêts propres au champ social. Un changement des rapports entre le monde académique et les acteurs de l'intervention sociale. Une valorisation des organismes de la formation et de la recherche dans le travail social, capables de produire, d'échanger et de développer des coopérations réelles de recherche et de formation. Une capacité d'influencer la mise en œuvre des politiques publiques. Dans cette perspective, la collection Recherche et Transformation Sociale privilégie la publication d'ouvrages valorisant des résultats de recherche produits par des chercheurs des organismes de la formation et de l'intervention sociale pouvant contribuer à la transformation sociale. Du même auteur. 2005 Jeunes en cité. Diversité des trajectoires ou destins communs, Paris édition. L'Harmattan Col. Les bas jeunesse. 2008 La France nous a lâchés. Le sentiment d'injustice chez les jeunes des cités, Paris édition. Fayard. 2011 Les jeunes et la discothèque. Entre fêtes urbaines et violences ritualisées, Paris édition du Cygne. 2013 Casquette contre képi. Enquête sur la police de rue et l'usage de la force dans les quartiers populaires, de Manuel Boucher avec Mohamed Belkacemi, Paris, édition. L'Harmattan Col. Recherche et transformation sociale. 2014 Des métallos aux jeunes des cités. Socio-histoire d'une banlieue ouvrière en mutation, Paris, édition du Cygne. 2017 Filles et garçons des cités aujourd'hui, CO dirigé avec Karine Guérandel, Villeneuve d'Ascq, presse universitaire du Septentrion. Introduction. Cet ouvrage entend restituer une recherche socio-historique qui interroge les transformations des luttes politiques et sociales entre les métallurgistes arrivés du monde rural dans l'entre-deux-guerres et les jeunes des cités, enfants d'ouvriers et d'immigrés confrontés au phénomène de désindustrialisation dans les années 1980. Il questionne plus précisément les mutations des rapports conflictuels qu'entretiennent 5 générations d'ouvriers avec les institutions et les normes de la société dominante. En effet, au-delà d'un travail de restitution, il s'agit d'analyser les métamorphoses des formes de protestation et de résistance des ouvriers de ce quartier et de leurs descendants, les jeunes dits de cité, dans un contexte de domination politique, économique, culturelle et sociale. De l'occupation d'usines débouchant fréquemment sur des pugilats avec les forces de l'ordre aux récentes émeutes urbaines, qui défrayent la chronique, nous pouvons noter certes des transformations dans les procédés et les manières mais surtout, une certaine continuité dans la lutte pour la reconnaissance et la dignité. Autrement dit, nous envisageons d'explorer à travers l'étude d'une communauté ouvrière dans un quartier populaire urbain de la banlieue nord de Paris, les lignes de fracture et la nature des conflits qui orientent les modes de vie d'une partie des classes populaires urbaines sur 90 ans. Les banlieues populaires ont toujours fait l'objet d'un rejet ou d'une suspicion générale, bien avant la question jeunes de cité, que ce soit à la fin du XIXe siècle ou dans l'entre-deux-guerres. Depuis les années 1980, ces banlieues défavorisées ou quartiers sensibles posent la problématique de la cohésion sociale et ou nationale ressassée à tout moment, des intitulés de services municipaux au fronton des ministères. Un tel constat nous conduit à questionner les dynamiques sociales dans lesquelles s'inscrit l'objet « jeunes de banlieue » aujourd'hui. Comme le fut la question sociale ouvrière, cette forme d'interpellation autour de l'objet banlieue et son spectre que symbolisent les jeunes dits de cité, secoue les politiques, mobilise les médias et de nombreux experts, mais elle questionne également la sociologie sur ses propres catégories de pensée. Si les transformations du monde industriel constituent en quelque sorte la toile de fond de ces travaux, nous avons effectué des recherches menées au carrefour d'une sociologie des classes populaires, en particulier de la classe ouvrière,
d'une sociologie de la jeunesse populaire mais également de l'histoire sociale d'un territoire urbain fortement stigmatisé depuis le début des années 1920. Par ailleurs, nous n'avons pas fait l'économie d'une sociologie de la déviance, tant les questions liées à la délinquance, à la violence et à la survie dans un pays développé alimentent pour ainsi dire la dramaturgie sociale des classes populaires observées sur le terrain. La sociologie de l'exclusion est également convoquée pour décrire les situations de précarité et de chômage vécues par certains jeunes. Enfin, nous nous appuyons sur une sociologie de l'immigration à partir des années 1950, en retenant la problématique de l'ethnicisation des rapports sociaux qui a émergé en France dans les dernières décennies. Les questions relatives à l'islam deviennent tout aussi centrales dans ces travaux, notamment pour les 20 dernières années, en dépit du fait que la question reste minorée ou parfois délégitimée par les élites politiques et médiatiques. Si la question sociale apparaît encore centrale lorsqu'elle a trait à des actes d'agitation, de rébellion ou à des manifestations de défiance de la part des habitants, en particulier des ouvriers et plus tard des jeunes envers les institutions, elle se trouve complétée ou parfois reléguée par les questions identitaires, religieuses et culturelles. C'est à ce niveau sûrement que l'on peut parler de métamorphose dans les combats politiques et les luttes sociales. Si notre terrain d'enquête doit sans aucun doute être appréhendé dans ses dimensions sociales et politiques des années 1920 aux années 1980, il nous faut, à partir des années 1990, accorder une attention croissante aux problématiques nouvelles évoquées sommairement plus haut, autour de l'ethno-identitaire notamment. Afin d'apporter un éclairage nouveau sur la question des métamorphoses des conflits observés depuis les banlieues rouges jusqu'aux quartiers sensibles, nous reviendrons sur les difficultés économiques rencontrées par les habitants du quartier étudié, quelle que soit la période. Difficultés qui conduisent certains d'entre eux à commettre des actes délictueux, des violences interpersonnelles ou politiques, ou bien encore à développer des stratégies d'opposition ou de résistance. Par la suite, nous montrerons que les 5 générations étudiées ici ont vécu des tensions permanentes avec les institutions, que ce soit contre l'usine ou contre l'État. Enfin, dans une 3e partie, nous réfléchirons sur les métamorphoses de la nature des conflits avec les institutions puisque nous sommes passés de l'insurrection ouvrière aux revendications sociales à de nouvelles formes de contestation aux dimensions plus ethno-culturelles, même si la question sociale reste primordiale dans la compréhension des mobilisations. Première partie d'une banlieue rouge au quartier sensible. D'un quartier de banlieue rouge à un territoire des politiques de la ville. Situé à quelques kilomètres de la porte de Clichy, le quartier étudié fut d'abord un territoire maraîcher jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. La période de l'entre-deux-guerres voit l'installation concomitante des usines et des ouvriers, avec la construction des premiers logements sociaux. Ce changement témoigne de la naissance d'un quartier de banlieue rouge, qui perdurera jusqu'au début des années 1970. Les conséquences de la crise voient la fermeture progressive des usines la décennie suivante et le développement de la précarité pour les ouvriers du quartier. Parallèlement, à partir du début des années 1980, le quartier se désenclave avec l'arrivée du métro ligne 13 sur sa frontière ouest et le passage du RERC à l'est. Même si ce secteur devient un territoire spécifique de l'intervention des politiques publiques, les différentes rénovations des cités populaires et la restructuration physique du lieu tournent progressivement la page du passé industriel. En effet, la proximité avec la capitale tout comme le centre d'affaires de la Défense transforme radicalement le quartier qui voit de plus en plus d'activités de bureaux et la construction de logements accessibles à la propriété. Le passage du tramway qui relie Saint-Denis à la Défense en est l'illustration. Depuis le début des années 2010, le quartier n'est plus un territoire des politiques de la ville, même si les héritiers de la classe ouvrière sont encore nombreux. Ainsi, les enjeux locaux et territoriaux conduisent à des transformations rapides du territoire qui échappent en partie aux élus mais surtout aux plus anciens habitants confrontés à l'augmentation des loyers et de la taxe d'habitation, et soumis à un changement progressif de la population. L'effet Grand Paris y est, semble-t-il pour beaucoup, il est vrai, avec le prolongement du phénomène de désindustrialisation amorcé ici à la fin des années 1970. Des difficultés économiques au quotidien. Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
Malgré les nombreuses difficultés économiques et sociales provoquées par le conflit, Branckhorst a vu son tissu industriel dynamisé pour les besoins de la guerre. Le développement industriel a pour conséquence première une augmentation démographique, mais la commune de Branckhorst n'est pas encore suffisamment équipée d'infrastructures publiques comme les transports en commun, la voirie, les services publics et le logement. Le problème du logement devient un enjeu de première importance pour loger ces hommes et ces femmes venus de province pour travailler à l'usine. En effet, le logement est un espace fondamental peu accessible à la nouvelle classe ouvrière. C'est ainsi que l'Office départemental construisit, à partir de 1923, des habitations à bon marché, HBM. La municipalité de Branckhorst tente avec ce nouvel office de construire des logements sociaux. La cité HBM se trouve dans le quartier au 74, rue de l'Arbre Sec. De par sa taille imposante, cette nouvelle cité appelée 74, ou encore Grande Maison à l'époque, inaugure une nouvelle façon d'habiter en banlieue. Cela dit, ces initiatives d'intervention publique se révèlent insuffisantes, tant les retards en matière de logement depuis le XIXe siècle vont s'accentuer au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'architecte Roger-Henri Guérand dénonce une inadéquation totale entre l'afflux des populations ouvrières et les conditions de logement qui leur étaient offertes. En effet, le développement industriel est toujours plus important et la crise du logement de plus en plus aiguë au début du XXe siècle. Le logement social devient donc un des leitmotifs de la vie politique et sociale française. On observe une volonté de changement d'évolution dans le domaine de l'habitat, mais ces souhaits, ces espérances sont timorés au regard de certains notables veillant sur les finances publiques. Après le problème du logement qui ne sera résolu, rappelons-le, qu'au début des années 1960, il nous faut aborder la question difficile du travail et des revenus. En contradiction avec les conditions de travail pourtant très pénibles, les revenus de ces hommes payés souvent à la tâche ne permettent pas à leurs familles de vivre dans des conditions décentes. L'historien Alain Deverpe précise qu'entre le début du XXe siècle et les années 1930, le progrès matériel est relativement lent dans le monde ouvrier. La comparaison se situe précisément dans la période allant de 1906 à 1937. Ainsi, en 1906, 62% des revenus étaient dévolus à l'alimentation. En 1937, les dépenses alimentaires représentent encore 57% du salaire mensuel. Les besoins primaires, alimentation, habitat, vêtements, constituaient environ 92% des revenus en 1906. Ce pourcentage baisse seulement de 6 points 30 ans plus tard. Ces maigres revenus montrent que le métallurgiste de l'époque ne pouvait guère se projeter ainsi dans l'avenir. La croissance industrielle n'a pas sensiblement amélioré le niveau de vie. L'augmentation progressive du nombre des entreprises au cours des années 1920 change le panorama géographique et social de Branckhorst. 90% des locataires du 74 sont des ouvriers et plus précisément des métallurgistes. Les cadences infernales à l'usine et les longues journées de travail à l'atelier résument le quotidien de ces ouvriers. Le paysage industriel représenté ici par l'usine Chenard et Walker illustre le quotidien de ces hommes et de ces femmes. Ici, le travail domine la vie tout court. L'usine visible, dont la sirène scande le rythme urbain, et devant le portail de laquelle s'allongent les queues d'embauche où s'échangent les informations sur les tarifs de l'esprit de la boîte. L'usine qui éclate des bruits violents et répand ses fumées alentour est omniprésent. Si le cadre de vie apparaît austère, la vie à l'intérieur de l'usine l'est davantage. Les conditions de travail de l'ouvrier de l'entre-deux-guerres se dégradent rapidement avec l'implantation du taylorisme. En effet, le plus souvent le chef d'équipe puis le contremaître imposent une discipline rigoureuse. Alain Deverpe résume bien la situation d'alors car les contraintes s'accentuent du fait des exigences nouvelles, en tension nerveuse, en organisation du temps quotidien, à cause aussi de la déqualification du travail, des rythmes de production, de la discipline aiguë de l'usine rationalisée. Cette réforme des modes de production dégrade les conditions de travail des ouvriers, et détériore du même coup les relations entre l'ouvrier et sa hiérarchie. Les métallurgistes du 74 sont fréquemment en conflit avec les cadres de l'usine Chausson. Les luttes avec le patronat font partie intégrante de l'histoire sociale de la cité ouvrière. L'ouvrier nouveau de Noiriel s'apparente à l'ouvrier de masse de Deverpe. L'ouvrier indifférencié, sans qualification,
qui perd son autonomie dans un système rationalisé et se trouve définitivement fixé à la chaîne. Après la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction du pays, le niveau de production industrielle dépasse à partir de 1951 celui de l'entre-deux-guerres. Et les habitants du 74 connaissent, dès le milieu des années 1950, des changements importants sur le plan économique, si on ajoute au salaire mensuel les prestations sociales, caisse de retraite, assurance chômage, etc. Le niveau de vie de l'ouvrier français augmente sensiblement durant les Trente Glorieuses. Néanmoins, cette progression reste limitée si on la compare à l'ensemble des autres catégories sociales. Et parmi la classe dite ouvrière, des distinctions sont à établir. Par exemple, les ouvriers des grandes industries sont nettement plus avantagés que ceux des petites entreprises. Il existe également des différences notables entre ouvriers qualifiés et manœuvres, dans leur façon de consommer notamment, mais grosso modo le confort rudimentaire de l'entre-deux-guerres laisse place à une consommation plus abondante. À l'image du réfrigérateur qui s'installe progressivement dans les foyers ouvriers à la fin des années 1950, la télévision, l'objet consumériste le plus marquant, pénètre plus timidement dans les appartements du 74. Je suis le deuxième à avoir acheté un téléviseur en 54. Je me rappelle durant la Coupe du Monde de 54, les voisins étaient venus regarder la finale qui opposait l'Allemagne à la Hongrie. On était une bonne trentaine. 73 ans, retraité, ancien contremaître chez Chausson, interviewé en 1996. L'achat d'une télévision, dans les années 1950, symbolise les premières formes d'ostentation consumériste dans le monde ouvrier. Le réfrigérateur, voire la machine à laver, exerce à un degré moindre le même type de fascination. Ce changement important dans la condition matérielle et économique des habitants du 74 confirme les évolutions que connaît la société française en matière de production et de consommation, et surtout la classe ouvrière. La progression de consommation des usages domestiques augmente de 15,7% par an pour la radio et la télévision. L'ouvrier français peut donc s'offrir un certain nombre de produits qu'il ne pouvait obtenir auparavant. En 20 ans, le niveau de vie des salariés triple en moyenne et la protection sociale connaît une extension sans précédent. Cette augmentation est impressionnante si l'on se réfère au marché de l'automobile. Ainsi, 5% des ouvriers possèdent une automobile en 1953 contre 73,6% en 1975. Cette progression s'accompagne d'un investissement ouvrier dans l'immobilier. En 1953, ils sont moins de 20% à être propriétaires d'un logement. En 1973, ils sont environ 38%. Le taux de propriétaires ouvriers en matière de biens immobiliers a été multiplié par 2 en l'espace de 20 ans durant les Trente Glorieuses. Si l'ouvrier de l'entre-deux-guerres ne connaît que tardivement les congés payés, ses enfants, eux, vont de plus en plus souvent et longtemps en vacances. À la fin des années 1930, les métallos ne se déplaçaient que dans des régions limitrophes de la région parisienne. Leurs enfants se rendent à la mer, en Bretagne ou en Normandie. Les premiers départs vers la Côte d'Azur apparaissent dans les années 1960 pour les plus nantis des couches populaires. Ces derniers privilégient alors le camping et la caravane. La participation progressive à la société de consommation change les modes de vie des héritiers et leur facilite l'entrée dans la modernité. Comme le note Michel Verret, l'ouvrier se familiarise plus facilement avec les nouveaux objets de la société de consommation qu'avec les outils culturels des classes dominantes. Photo-révolution, ciné-révolution, télé-révolution. Dans cette immense révolution culturelle de l'image prise à la lumière fixée à l'espace, mise en mouvement, puis jetée à tout vent, la culture ouvrière découvre, conjoint au vieux support oral, un support figuré propre à compenser peut-être celui qui dès sa naissance lui manqua si cruellement, celui de l'écrit. Néanmoins, l'âge d'or de la ville fordiste et son support macro-socio-économique national caractérisé par un taux de croissance important et un mode de vie local adossé à une identité au travail qui conférait à la classe ouvrière une solidité politique certaine, ne résorbe pas toujours un certain nombre de difficultés économiques et sociales intrinsèques à ce monde. En effet, rappelons que si l'ouvrier connaît une amélioration sensible de ses conditions de vie, il en profite nettement moins que les autres classes sociales, celles des employés comprises. Certes,
les familles les plus en difficulté pouvaient bénéficier de la solidarité des voisins qui palliaient leur situation d'embarras économique. Par exemple, la possession individuelle d'un objet de consommation même ostentatoire pouvait profiter aux voisins. Mais il existait toujours des familles ouvrières confrontées à des difficultés économiques et financières. L'âge d'or de la ville fordiste voit une amélioration des conditions de vie des ouvriers du quartier, témoignant ainsi d'un changement avec la génération précédente, celle du métallo, et donc des parents en quelque sorte. Cependant, l'ouvrier bénéficie d'une amélioration moindre que celle des autres classes sociales et l'on constate encore des familles en situation de pauvreté malgré la solidarité locale et la croissance économique. Également, la délinquance juvénile et des faits de violence sont à noter, même s'ils appartiennent davantage à un cycle social précis, celui de la jeunesse fonctionnant comme la préparation au monde viril ouvrier adulte. La période qui débute par la crise pétrolière en 1973 marque une rupture avec la période précédente au sein de la cité. D'abord, les premiers indices des changements économiques à travers l'essoufflement des usines locales qui commencent à affecter le plein emploi ouvrier, l'arrivée des apostrophes. Un nouvel ouvrier, le travailleur immigré, change la composition sociale de la cité, origine géographique et pratiques culturelles différentes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.